l'idée de ce webinaire, hein, c'est bien de vous présenter différents dispositifs de soutien et d'accompagnement facilitant la création ou la pérennisation d'un emploi. Donc, on est bien sur l'idée, hein, c'est bien de vous brosser, comme son titre l'indique, un panorama assez large. Donc, on abordera différents types d'aides, les aides à l'emploi artistique et technique dans le spectacle, les aides régionales pour les associations ou plus spécifiquement pour le cinéma. On abordera également les aides dans le cadre de contrats d'alternance, mais également aussi certains dispositifs d'accompagnement à l'emploi ou à l'employeur, ou parfois aux salariés. Donc on sera très très générique, on ne pourra pas rentrer dans le détail de toutes ces aides-là, mais l'idée c'est bien dans un premier temps, donc en termes de déroulé, de vous proposer donc ce premier panorama. Donc on laissera la parole à nos 7 intervenants et intervenantes pour une présentation successive de différents dispositifs. Donc dans l'ordre d'apparition, on aura le plaisir d'accueillir donc Étienne Busson, du département des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle du spectacle vivant et enregistré au ministère de la Culture, à la DGCA. On accueillera ensuite Samia Djitli, directrice du GIP Café Culture. Ensuite, Gaël Charté, chargé de mission à la vie associative à la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on laissera la parole à Pierre Da Silva, responsable de l'unité cinéma et audiovisuel à la région Nouvelle-Aquitaine. Frédéric Lapierre, qui est conseiller au sein de l'équipe Culture Spectacle à Pôle Emploi Spectacle. Thomas Delémer, donc conseiller emploi formation à l'AFDAS. Et enfin, parole sera laissée à Marie-Lise Hébert, chargée de mission au pôle accompagnement à l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, avec cette intervention, ce panorama à cette voix, durera une bonne heure. Parole sera donc laissée uniquement à notre panel d'intervenants. Et c'est à l'issue de cette heure-là que nous ouvrirons donc une séquence de questions-réponses pour le temps qui nous restera jusqu'à midi. Cependant, pendant les interventions, il vous est quand même possible d'intervenir dans le chat, donc de poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et ces questions, on les reprendra à l'issue des interventions pour essayer d'y répondre. Techniquement parlant, on utilise donc l'outil BBB sur lequel vous êtes connecté. C'est un outil libre qui, comme vous le voyez, n'est pas un outil stricto sensu de webinaire. C'est un outil de visio qu'on a donc détourné un petit peu. Ce qui pourra nous permettre d'échanger sur la deuxième partie à l'issue des présentations. Mais pour plus de confort, ce que je vous propose, c'est pendant le temps des interventions, c'est de déconnecter, si vous le voulez bien, votre webcam et vos micros pour laisser plus de place à l'écran à nos intervenants. Et je vous remercie. Voilà, ça c'est les choses dites. Voilà, super. Donc on laisse la place à nos intervenants. Merci d'avoir coupé vos webcams. Je vérifie, on est quand même 118 personnes toujours connectées. Donc concernant vos questions, je vous l'ai dit, il vous est possible de poser vos questions au fil de l'eau dans le chat, dans l'espace de discussion publique. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure ou à la fin des différentes interventions. Voilà ce que j'avais à dire en information technique. Si, et aussi important, si vous n'avez pas eu de réponse à vos questions pendant ce webinaire, on s'engage bien sûr à donner suite à vos questions à l'issue de ce webinaire. On reprendra contact avec vous si certaines questions n'ont pas été résolues. À noter que ce webinaire est enregistré. Il sera donc rediffusé en replay sur la chaîne vidéo de l'agence sur YouTube. Et à noter aussi qu'à l'issue de ce webinaire, dans les jours qui suivront, on vous fera parvenir un document récapitulant l'ensemble des dispositifs évoqués ce matin. Donc tous les dispositifs évoqués ce matin, il y en a une certaine quantité, mais également ceux qui n'auront pas été évoqués. Vous le verrez, on a fait quelques omissions volontaires, parce que c'était assez difficile de tout compiler. Néanmoins, on a fait quelques focus sur les dispositifs qui nous semblaient importants dans le secteur culturel, donc le fonds PEPS notamment, mais pas que. On va commencer ce tour d'écran.
Et donc j'accueille pour commencer Étienne Busson, donc de la DGCA. Bonjour Étienne. Donc vous avez accepté d'intervenir pour nous présenter. Alors le fonds PEPS, je pense que beaucoup le connaissent. Hein, donc on est bien sur un fonds national pour l'emploi dans le spectacle, emploi artistique ou technique. Fonds qui se décline en différents dispositifs. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de nous faire une présentation générique, mais d'avancer assez rapidement en fait sur justement les avancées 2023, les évolutions 2023. Bien sûr. Alors, il faut que je retrouve la petite fonctionnalité de partage. Alors, on va... Effectivement, il faut qu'on vous assigne le rôle de présentation. Il faut que je vous retrouve dans le chat. Comme vous êtes nombreux, je vous ai perdu. Excusez-nous. Voilà, non mais sinon j'ai commencé oralement et puis Ouais, très bien. Je reprendrai. Ok, merci. Je reprendrai après. Donc oui, on va vous présenter. Je vais vous présenter les évolutions qui sont issues d'un décret du 23 janvier 2023. Alors ce décret, il est important parce qu'il a prolongé d'abord le fonds PEPS qui expirait fin 2022 pour 3 ans. Donc jusqu'en 2025. Et puis il a aussi procédé à quelques adaptations sur les 3 aides, parce qu'en échangeant avec les représentants des employeurs comme les représentants de salariés d'ailleurs, on s'est aperçu que quelques réglages pouvaient être opportuns. Donc je vais vous faire une petite présentation où j'ai essayé de ne pas rappeler à ceux qui connaissent déjà le dispositif trop de choses qu'ils connaissent déjà, mais en donnant un peu d'informations quand même à ceux qui pourraient ne pas encore le connaître. Donc je vais vous faire une petite présentation de chaque aide. Comme vous savez, il y en a 3, et en vous indiquant à chaque fois ce qui change et ce qui ne change pas. Donc les 3 aides, ça en principe vous les connaissez. Il y a d'abord une aide unique à l'embauche au contrat à durée déterminée ou indéterminée dans le spectacle. Ça, c'est une aide au contrat de travail. Il y a une autre aide qui est une aide à l'emploi du plateau artistique dans les salles de petite jauge. Ça, c'est une aide aux représentations. Et puis, il y a une 3e aide qui est très sectorielle, enfin encore plus sectorielle que la deuxième. C'est une aide, un soutien en fait à des séances d'enregistrement phonographique. Donc ça, c'est une aide plutôt pour le secteur phono, mais pour le secteur phono, mais pas que. On voit qu'il y a des acteurs des spectacles vivants qui s'en emparent et c'est très bien. Donc, alors je ne sais pas si on a retrouvé le petit lien de partage. Voilà. Donc, je vous demande un instant. Check. Voilà, et je vous partage mon écran. Donc, je vous propose de commencer par la première aide, qui est donc l'aide unique à l'embauche en contrat à durée déterminée ou indéterminée dans le spectacle, qu'on appelle aussi l'AESP. D'abord, ce qui ne change pas, c'est qu'on n'a pas modifié les conditions pour accéder à cette aide. Hein. C'est réservé à des employeurs qui relèvent du régime de l'intermittence du spectacle, et pour des fonctions qui relèvent elles aussi de l'intermittence, hein, des fonctions artistiques ou des fonctions de techniciens, de techniciens du spectacle. Et je précise que ce sont les seules fonctions éligibles à l'annexe 8 qui peuvent donner lieu au fonds PEPS. Hein. Toutes les fonctions ne le permettent pas, donc il faut bien vérifier que la personne qu'on veut employer est quelqu'un qui pourrait être indemnisé au titre de l'assurance chômage, même si on n'exige pas qu'il le soit ou qu'il l'ait été, ou qu'il le soit à l'avenir d'ailleurs. Donc ça, je dirais que les conditions générales de l'aide au contrat, elles n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est essentiellement pour les artistes du spectacle. On a fait une modification du barème et de certaines conditions d'aide. Bon, l'aide, comme vous le savez, pour l'aide au CDI, c'est une aide de 10 000 euros pendant 3 ans, par an pendant 3 ans, quand on embauche un artiste ou un technicien du spectacle, qu'on pérennise son emploi.
Pour un technicien, c'est une aide qui peut commencer à 200 € pour un CDD relativement court, donc entre 1 et 4 mois, qui peut monter jusqu'à 500 € quand on est sur un contrat qui fait 1 an ou plus. Donc le changement qu'on a apporté, c'est qu'on a revalorisé l'aide pour les artistes du spectacle. On a revalorisé l'aide au CDD de 100 € par rapport à l'aide aux techniciens. En fait, on s'est aperçu à la suite de la crise sanitaire, à cette époque-là, on avait majoré les aides pour tout le monde, que les embauches d'artistes en contrat long étaient plus nombreuses avec un barème d'aide plus important. Donc voilà, ça c'est le premier changement et à notre sens le plus intéressant, c'est vraiment une majoration de l'aide pour les artistes qui est de 100 € par rapport à l'aide aux techniciens. Sinon, on a aussi décidé de pérenniser 2 modalités particulières d'embauche parce que ça répondait à une demande. C'est ce qu'on appelle l'embauche en contrat fractionné. Embauche en contrat fractionné, ça veut dire que vous enchaînez les CDD avec le même salarié, des CDD qui sont exécutés avec le même employeur sur une durée d'un an ou plus. Mais il y a des petites périodes d'interruption entre 2 contrats. Ça répond typiquement au cas où vous souhaitez mettre en scène une nouvelle pièce. Vous faites des répétitions. Le metteur en scène s'aperçoit qu'il a besoin de réfléchir pendant 2 semaines ou pendant 1 mois. Donc là, on ne travaille plus, mais on reprend tout de suite après la séquence de répétition. Puis après, on enchaîne sur les représentations. Avant, c'était une situation qui ne pouvait pas être traitée dans le cadre de l'aide à l'embauche, parce qu'on considérait que dans la mesure où il y avait une interruption entre des contrats, c'était des contrats différents. Là, on a décidé de considérer que finalement, c'était le même contrat qui se poursuivait, simplement on neutralise le mois ou la petite période d'interruption, mais on met tous les contrats bout à bout et on accorde l'aide qui correspond à la durée de l'engagement total. On a aussi, parce que ça répond à des modes de faire dans l'art dramatique ou dans la musique, on s'est aussi autorisé à aider les artistes qui n'étaient employés et rémunérés qu'au cachet. Donc, à l'origine, le FONPEP, c'était uniquement pour des contrats avec des payes mensualisés. Là, on s'est aperçu qu'il fallait quand même prévoir quelque chose, une aide pour les gens qui ne travaillent qu'au cachet. Donc c'est une petite aide forfaitaire, c'est pas une petite aide, c'est une aide forfaitaire par cachet qui varie selon le nombre de cachets. Quelqu'un qui fait entre 22 et 44 cachets, son employeur a droit à une aide de 13,63 €. Quand il y a plus de cachets sur une période plus longue, c'est 18,18 €. Mais voilà, ça permet c'est une aide qui est un montant équivalent à celle qu'on verserait pour un CDD mensualisé. Donc voilà, ça ce sont les principaux changements qui sont des changements de barème et qui vont concerner surtout les employeurs d'artistes. Enfin, on a pensé à eux, alors que l'aide était quand même très très centrée sur les techniciens du spectacle. Ce qui change aussi, c'est qu'à partir du moment où on intègre des salariés au cachet, il faut aussi réfléchir à la manière dont on proratise l'aide. Évidemment, l'aide, elle est versée à taux plein quand le salarié est embauché à temps plein. Donc on a pris une petite règle de proratisation qui exclut les salariés au cachet. On reste sur une proratisation des premiers et des derniers mois du contrat, mais ça c'est quelque chose que vous connaissez. Et puis on a introduit une petite limite, mais ça c'est destiné à assurer la soutenabilité budgétaire du dispositif, c'est-à-dire que on a fractionné tout ce qui est aide au CDD pour les artistes comme pour les techniciens, ou aide au contrat fractionné et au cachet, à 22 000 € par an, par entreprise, pour l'ensemble des aides. Ça, c'est un plafond qu'on retrouvera partout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que un employeur, s'il en a le besoin évidemment, peut demander l'aide au CDI pour autant de salariés qu'il veut. Il n'y aura pas de plafond, sauf un plafond d'aide communautaire qui est relativement haut. Et pour s'il fait le choix de demander de l'aide pour des contrats qui sont des contrats à durée déterminée, quelle qu'en soit la modalité, là, en revanche, on mettra, ils
il pourra bénéficier des aides, mais à concurrence de 22 000 € par année civile. Il peut utiliser ce plafond à son choix, hein, mais il y a quand même ce petit plafond destiné à éviter de mettre trop d'argent sur des CDD, sur des gros volumes de CDD qui se répéteraient, alors qu'on voit bien que l'aide au CDI, elle est demandée aussi, et que en matière de contrats relativement courts, les besoins sont quand même relativement limités pour 90% des bénéficiaires. Donc voilà, c'est un petit plafond qui s'applique par année civile. La deuxième aide, c'est le dispositif de soutien à l'emploi dans le plateau artistique, à l'emploi du plateau artistique de spectacle vivant dans des salles de petite jauge. C'est la page. Et Étienne, je me permets juste d'intervenir juste pour vous dire que votre visuel se défile pas, votre diaporama. Ah mince. Ne suit pas. C'est à vous de. D'accord. Merci. Bon. Alors pourquoi c'est diaporama qui bien sûr sera envoyé à chacun et chacune à l'issue. Bon, je recommence. Hein. Oui, donc du coup, j'espère que je vous ai pas trop perdu, on pourra y revenir dans les questions-réponses. On peut continuer avec la page, hein, il me semble. Ouais, bon, alors je vais la faire autrement du coup. La page, donc, ça c'est une aide donc pour les employeurs du plateau artistique. Hein. Toutes nos aides du FONPEPS d'ailleurs sont des aides pour les employeurs. Hein. Ils vont pas bénéficier. Enfin, l'artiste peut pas les demander. L'artiste ou le technicien peut pas les demander lui-même. C'est vraiment l'employeur qui les demande, qui perçoit l'aide. Donc ça c'est une aide. Pour en bénéficier, il faut relever de l'une des deux conventions collectives du spectacle vivant. Hein. Donc soit le subventionné, la convention Syndéac, soit le spectacle vivant privé. Il faut être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle. Il faut aussi pouvoir justifier qu'on existe depuis au moins 1 an en tant qu'association ou en tant que société. Et puis il faut verser aussi à chaque salarié comportant le plateau artistique une rémunération minimale. Hein. Pour un cachet, c'est 120 €. Si c'est une rémunération mensualisée, c'est 2500 €. Et pour chaque répétition, l'employeur bénéficiera d'une aide qui correspondra à un montant forfaitaire multiplié par le plateau. Et quand il y a un technicien en plus, on rajoute une unité. Donc ça, c'est l'économie générale de la page qui ne change pas. Ce qui change, c'est qu'auparavant, une entreprise devait être d'une taille relativement limitée, c'est-à-dire qu'en gros, elle devait avoir un bilan ou un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros, ou 20 millions d'euros maximum, et là, on est passé à 5 millions. On a aussi relevé la jauge. Auparavant, la page, c'était une aide pour les salles de très petite jauge. Hein. On ne pouvait pas aller au-delà de 300 personnes. Là, on l'a relevé à 500. Et on a aussi modifié les modes de preuve de la jauge. Auparavant, les entreprises, les employeurs pouvaient prouver la jauge de la salle par un PV de la commission de sécurité, ce qui est assez logique s'agissant d'un ERP. Là, on a autorisé la possibilité, qui est une alternative au PV de sécurité, de prouver la jauge par le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées. Ça veut dire qu'on peut jouer dans une salle qui physiquement fait 600 places, à condition qu'on ne mette pas en vente plus de 500 billets. On a aussi décidé d'inclure les répétitions, c'est-à-dire qu'on donnera le même montant d'aide pour une répétition que pour une représentation, après dans une certaine limite. Hein. Pas plus de 20% d'aide pour les répétitions. Ça, c'est juste pour éviter de subventionner des spectacles qui finalement ne seront jamais présentés au public. Le but, c'est quand même de les diffuser. Donc ça va se traduire par un changement de barème. Donc, comme je ne suis toujours pas sûr que vous voyez mon écran, je vais vous le présenter oralement. Comme on a deux types de salles, on est monté à 500, à des jauges de 500 places, mais on a quand même fait deux barèmes. Un pour les très petites salles jusqu'à 300 places, et puis un deuxième pour les plus grandes salles de 300 à 500 places.
comme ce sont des économies qui sont quand même différentes, on a créé des barèmes différenciés pour les petites salles, donc jusqu'à 300 places ou billets vendus. On a créé un barème qui commence à aider les spectacles à partir de 3 artistes sur le plateau. Pour ces 3 artistes, l'aide elle est de 54,14 € par représentation. Donc 150 € pour une représentation à 3. Et on va désormais jusqu'à des plateaux de 7 artistes. Là, l'aide elle est de 90 €, l'aide forfaitaire elle est de 90 €, à multiplier par 7, à multiplier par le nombre de représentations. Avant, on s'arrêtait à 6. Et pour les salles dont la jauge fait de 301 à 500 places, en revanche, on a commencé l'aide à partir de 5 artistes, à 42,11 €, et on va jusqu'à 9, s'arrêter à 90,23 €. Pourquoi on a fait ça? Simplement parce que on a considéré, et c'est ce que nous ont fait valoir aussi bien les syndicats de salariés que les syndicats d'employeurs. C'est quand on a plus de fauteuils, on a plus d'argent pour rémunérer le plateau, donc l'aide se justifie moins. Donc voilà, ça c'est des informations que vous retrouverez très aisément sur le site de l'Agence des services et de paiement à qui on a confié la gestion des aides et que certains d'entre vous connaissent déjà. Bon voilà, l'aide est plafonnée de la même manière que l'aide au contrat, donc c'est 22 000 € maximum par année civile. Il n'y a plus de limite de nombre de représentations. Et puis la chose importante à avoir en tête, c'est vraiment de s'assurer quand on programme un spectacle, quand on prévoit d'aller jouer dans une salle, que la salle sera bien en mesure de fournir un justificatif de jauge. Ça, j'insiste sur ce point parce que je vois passer, au niveau de l'ASP, énormément de dossiers qui sont retoqués parce que l'employeur ou la troupe ou la compagnie qui a monté le dossier pour l'employeur, parce que ça existe aussi, s'aperçoivent qu'ils sont plus en mesure de prouver la jauge. Donc du coup, le dossier il est refusé. Donc ça veut dire qu'en amont de la représentation, je veux dire même au moment où on signe le contrat, il faudra bien s'assurer qu'il y a au moins un PV de la commission de sécurité ou une fiche de sécurité qui est affichée dans la salle sur laquelle on peut voir la jauge, ou au moins une extraction du logiciel de billetterie qui permet d'attester du nombre de billets mis en vente. Ça, ça peut sembler être un détail administratif quand on est sur un choix de programmation artistique, mais sans ces pièces-là, sans au moins une de ces pièces, l'aide n'est pas accordée. Et voilà. Donc là maintenant, je vais passer au troisième dispositif, qui est le dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur phonographique, donc l'aide phono dont je parlais au début. Ça, c'est une aide pour des entreprises d'une taille tout à fait modeste. Ce sont des entreprises uniques qui font moins de 10 salariés en équivalent temps plein annuel, hors intermittent évidemment, et dont le bilan de chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros. Pareil, il faut être créé depuis au moins 1 an quand on demande l'aide, il faut être soumis à l'impôt sur les sociétés, il faut verser un cachet minimum qui est le cachet brut de base pour la convention de l'édition phonographique. Et comme la page, c'est une aide forfaitaire, c'est une aide qui va être versée pour soutenir le cachet d'artiste-interprète qui participe à une séance d'enregistrement en studio. Et c'est une aide qui va débuter avec une prise en charge de 25% du montant du cachet de base, majoré des cotisations patronales pour 1 ou 2 artistes, et qui va monter jusqu'à 60% pour l'emploi de 6 artistes interprètes ou plus. C'est une aide qui existe depuis 2017. Le seul changement qui a été apporté, c'est un plafonnement à 22 000 € maximum par année civile et pour les séances d'enregistrement de l'année civile concernée. Donc voilà le fonds PEPS. Donc pour résumer un peu les changements, ce qui change pour l'aide au contrat, donc qui est une subvention au contrat de travail, c'est les modalités de l'aide. De l'aide pour les embauches d'artistes avec une aide au CDD majorée et puis la prise en compte de contrats fractionnés et de cachets. Ce
Ce qui va changer pour la page, ce sont des modalités de preuve de la jauge. Déjà une augmentation de la jauge maximum, et puis des modalités de preuve qui sont adaptées pour prendre en compte soit une jauge physique, soit un nombre de billets mis en vente, et puis un barème différencié selon qu'on joue dans une salle de 300 personnes ou une salle de 500 personnes. Et pour la DEP, finalement, comme elle fonctionnait bien, on la garde et elle fonctionnera comme avant jusqu'à au moins l'expiration du décret en cours, c'est-à-dire jusqu'à 2025. Voilà, je vais terminer. Merci beaucoup Étienne pour cet exercice de synthèse. C'était une gageure, mais en 20 minutes vous l'avez fait. Merci bien. Ça a été très clair. Encore une fois, je le redis aux participants, votre diaporama sera envoyé à chacun et chacune. Quelques questions ont commencé à arriver dans le chat, donc on reprendra les questions en fin de présentation et on va enchaîner tout de suite avec un autre dispositif du coup qui s'intègre au sein du Fonds national du Fonds PEPS. C'est le dispositif de soutien artistique et technique du spectacle vivant, mais spécifiquement les cafés-cultures, et puis qui est en train de s'ouvrir aux organisateurs occasionnels. Mais ça, c'est Samia Djitli, donc bonjour, qui va nous présenter cela. Donc Samia, tu es directrice du GIP Café Culture, qui gère le fonds du même nom. Même exercice que Étienne, présentation générique, peut-être s'il y a des évolutions sur l'année en cours. Voilà, tout ça en moins de 10 minutes. Je te remercie. Pas de problème. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, je suis Samia Djitli, directrice du groupement d'intérêt public Café Culture, créé en 2015, notamment par le ministère de la Culture, dont l'ADN de la mise en place de ce fonds d'aide, ce groupement d'intérêt public gère un fonds d'aide à l'emploi artistique en direction des lieux de proximité, que sont notamment les cafés, bars, restaurants. L'idée qui a sous-tendu la création de ce dispositif et de ce fonds d'aide, c'est à la fois de permettre de lutter contre le travail illégal dans les cafés, hôtels, restaurants, et d'accompagner les établissements, les employeurs qui peuvent être sur des économies fragiles. Ça, c'est les deux piliers de ce qui a présidé à la création de ce groupement d'intérêt public. Ce groupement d'intérêt public a une particularité. Il est abondé par l'adhésion des collectivités territoriales qui, de par leur contribution, permettent des budgets, des crédits disponibles sur des territoires pour les établissements de leur territoire. Et ce dispositif, ces aides émanant des collectivités territoriales sont complétées par une des mesures fonds PEPS que nous gérons, qui est de la mesure initialement historiquement, je crois que ça devait être la mesure 7 ou 9, en direction des cafés culture et lieux de proximité fragiles. Et donc nous la gérons depuis 2017. Et ça permet de compléter à la fois le financement des collectivités territoriales adhérentes et de nous servir de levier sur des territoires non adhérents et qui vont mobiliser les collectivités territoriales qui adhèrent en général au bout de quelques temps. Donc c'est une chose éprouvée, hein, ça fonctionne très bien depuis la mise en place du fonds PEPS. On a plusieurs collectivités territoriales, un certain nombre de collectivités territoriales qui ont adhéré. Aujourd'hui, depuis 2015, le GIP, c'est plus de 100 000 financements salaires aidés et 74 collectivités territoriales adhérentes. Le principe de ce dispositif de GIP Café Culture, il s'adresse, comme vous l'avez certainement compris, aux employeurs qui relèvent du champ du GUSO, puisque la condition sine qua non pour pouvoir
être éligible à ce dispositif pour les cafés, bars, restaurants aujourd'hui, c'est 3 critères: relever de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants, pouvoir justifier d'être un établissement de moins de 200 places, et évidemment d'être adhérent au GUSO, puisque nous avons, je crois que nous sommes le seul organisme à avoir cette interopérabilité avec le GUSO. Chaque financement est déclenché dès lors que nous avons l'assurance que les cotisations sociales sont à jour du GUSO, au GUSO. Et donc ça, c'est des échanges de fichiers que nous faisons tous les soirs. Ça, c'est le principe de du système. Les calculs de l'aide se fait sur un minimum correspondant à la convention collective du spectacle vivant privé, sur la base des salles de moins de 300 places pour les artistes musiciens. Et l'aide est calculée sur ce minimum brut, mais l'aide va être calculée sur la masse salariale de ce minimum brut. Et plus il y a d'artistes et de techniciens déclarés le jour d'un spectacle, plus l'aide est importante. Donc, j'ai été exprès assez rapide parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir des échanges là-dessus. Évidemment, dès lors qu'un établissement fait de plus de 6 spectacles, il est tenu d'avoir sa licence d'entrepreneur de spectacle. Dans ce cas, s'il ne l'a pas, il peut se mettre à jour et on suspend le financement. Voilà, ça c'est le principe pour la partie effectivement café, hôtel, restaurant. Et dès le 1er juillet a été voté lors d'une assemblée générale en février 2023 la création d'un deuxième fonds qui est totalement étanche par rapport au fonds café, hôtel, restaurant, et qui là va également s'adresser aux employeurs occasionnels, mais qui ont des particularités, des critères qui sont un petit peu différents. Évidemment, les cafés, hôtels, restaurants ne pourront pas émarger sur ce deuxième fonds, mais les employeurs qui pourront y émarger, 4 critères quand même importants à rappeler. Ce sont des employeurs, donc des personnes morales de droit privé, qui ont au moins 1 an d'existence. Donc il y a quelques similarités avec ce qui vient d'être dit par Étienne Buisson. 1 an de création d'entreprise, moins de 2 millions de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés, 10 équivalents temps plein dans la structure. Ça, c'est ce qui va correspondre aux employeurs de droit privé. Et il y aura aussi la possibilité aux employeurs de droit public de pouvoir bénéficier de cette aide dès lors qu'on est sur des communes de moins de 3500 habitants et des EPCI, donc des communautés de communes de moins de 7000 habitants. Voilà. Après, les conditions de fonctionnement de ce deuxième fonds seront identiques au premier, c'est-à-dire à la fois une adhésion des collectivités territoriales qui va permettre par cette adhésion de mettre en place des budgets pour soutenir l'emploi pour ces employeurs occasionnels. La visée quand même, la cible de ce deuxième fonds, donc je parlais d'employeurs de personnes morales de droit privé. C'est vrai que ça peut aller de comité des fêtes à l'association de parents d'élèves qui organise des spectacles, à la petite commune de moins de 3500 habitants qui fait qui organise du spectacle et qui embauche des artistes sur sa place de village. Voilà, c'est un peu la cible. Et évidemment, les régions sont très attentives, à l'échelle des régions administratives, sont très attentives à la création de ce deuxième fonds, puisque il va s'agir aussi de questions d'aménagement de territoire, notamment en milieu rural. Voilà ce que je peux dire rapidement pour laisser la place aux échanges.
Merci beaucoup, Samia, pour cette présentation. Concernant ce deuxième fonds donc qui vient d'être présenté, si j'ai bien compris, il s'ouvrira prochainement via une plateforme sur le même principe que le GIP Café Culture existant. C'est sur de toute façon, ce sera le site du GIP www.gipcaféculture.fr et il sera opérationnel à partir du 1er juillet. Donc, comme on est en milieu d'année, je ne peux absolument pas vous dire quelles vont être les collectivités territoriales qui vont abonder à ce fonds. J'ai déjà une ou deux collectivités qui s'est manifestées, notamment la région Centre-Val de Loire. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant, je n'ai absolument je ne connais pas la décision de la région Nouvelle-Aquitaine pour 2023 en tous les cas. Voilà. Donc c'est un message qu'on peut faire passer aussi à cet endroit-là. Effectivement, pour bénéficier de ce fonds, on peut aussi prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre les collectivités d'y contribuer. C'est ce qui a toujours existé dans cette, même dans le fonds initial et le fonds historique, c'est évidemment la convergence et les énergies collectives qui ont permis effectivement de pouvoir mobiliser à la fois les collectivités territoriales, à la fois et à la fois les employeurs. Hein. Je parle là notamment en direction des artistes. Les employeurs que sont les cafés, bars, restaurants, il a fallu aussi les convaincre et ils ont été les grands ambassadeurs. Voilà. Merci encore Samia pour cette présentation. Merci à vous deux pour cette présentation collective du fonds PEPS. Je vous propose, si vous voulez bien, d'arrêter le partage de la webcam et on va laisser maintenant la parole à Gaël Charté, donc pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on va passer à des aides régionales. Gaël, donc en charge de la vie associative à la région Nouvelle-Aquitaine, pour nous présenter un dispositif donc qui existe déjà depuis quelques années, mais qui est souvent sollicité et apprécié par les associations, l'aide à l'emploi associatif. Tout à fait. Alors juste pour resituer, moi je suis dans la direction sport, vie associative, égalité, dans le même pôle que mes collègues de la direction culture. Voilà. Alors ce dispositif de soutien à l'emploi, il permet la création de nouveaux emplois uniquement en CDI et à temps plein dans différents secteurs, culture, sport, environnement, jeunesse, éducation populaire. C'est pas un dispositif dédié à la culture, mais il est multisectoriel dès lors que l'association elle rentre dans les champs de compétences de la région. On entend création d'emplois par le recrutement d'une nouvelle personne qui porte le nombre de salariés à +1. On n'est pas sur de la consolidation d'emplois existants. Cette aide, elle n'est pas non plus réservée à la création du premier emploi dans la structure. Les postes en zone rurale et les postes mutualisés, ils sont prioritaires, c'est-à-dire que si nous avons des arbitrages à faire en termes d'instruction, eh bien, on va étudier ces critères en priorité. Passer par la mutualisation, ça permet d'apporter des solutions lorsque le besoin n'est pas d'un temps plein et on travaille en partenariat avec le CRGE sur cet axe-là, donc centre ressources pour les groupements d'employeurs, mais je pense que ça parle à un certain nombre d'entre vous. L'aide, elle est de 21 000 € sur 3 ans, 8 000 € la première année, 7 000 € la deuxième et 6 000 € la troisième. Et elle n'est pas cumulable avec d'autres aides à l'emploi. On peut cumuler sur de l'aide au projet, mais le choix a été fait de ne pas cumuler sur les aides à l'emploi. Au moment de l'instruction, on regarde si l'association elle est accompagnée dans le développement de son projet. Ça peut être dans le cadre d'un DLA, d'un réseau ou d'un partenaire local. On est attentif à sa capacité partenariale et également financière pour qu'elle puisse porter le poste pendant les 3 ans de l'aide. Et l'objectif, c'est que le poste soit pérenne à l'issue de l'aide. On est également attaché à vérifier la réalité de la vie bénévole et de l'ancrage sur le territoire. On consulte systématiquement nos collègues des directions sectorielles, donc nos collègues de la culture dans le cas présent, pour tous les projets qu'on reçoit. Les demandes, elles doivent être déposées selon un calendrier qui est défini pour chaque commission permanente. Donc, tout simplement, on a un rétro-planning. Donc, vous savez que si un dossier est déposé au plus tard le 6 avril, il sera instruit pour la commission permanente du 3 juillet, etc. On retrouve toutes nos aides de la vie associative sur le guide des aides en tapant le mot-clé vie associative. Et il y a également une fiche plus précise sur l'aide à l'emploi.
Bien, merci. J'attendais un petit visuel. On a eu, je pense, un petit couac technique, mais le visuel que vous aviez prévu Moi, je le pourrait vois. être envoyé. Ah, vous le voyez, ok, très bien. Alors c'est Ouais. moi qui le vois pas. Ok. Je sais pas si les autres le voient aussi, mais en tout cas, moi, j'ai vu les 2 pages que Autant, je vous ai envoyées. autant pour moi, c'est moi qui ai le couac technique. Parfait. Et donc avec le lien qui a été transmis dans la discussion publique. Merci Gaël. Je me tourne maintenant vers la filière cinéma avec Monsieur Pierre da Silva, donc responsable de l'unité cinéma audiovisuel à la région Nouvelle-Aquitaine, pour nous présenter là aussi donc toujours un dispositif d'aide à l'emploi, un peu plus spécifique donc pour le cinéma, vous en doutez, à l'attention d'un profil particulier qui est celui des médiateurs médiatrices. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça se passe pour le défilement, Sylvain? Eh bien, ce sera au fur et à mesure. Il suffit de nous l'indiquer. Il suffit de nous Ok, l'indiquer et puis Agnès, d'accord. ma collègue, pourra passer le visuel. Merci. Bon, bonjour à tous. Alors, sur les médiateurs dans les salles de cinéma, peut-être juste un petit historique, remonte un peu le temps. Le dispositif a été mis en place en 2017 suite à un appel à projet. Il y a 2 choses qui ont un peu motivé la mise en place de ce soutien. La baisse de la fréquentation dans les salles de cinéma. Ça, c'était le premier constat. Et notamment dans les salles de proximité, les salles qui étaient en milieu rural ou en milieu urbain. Et le vieillissement, on va dire comme ça, pour être rapidement, du public qui fréquentait ces salles. Donc, la volonté d'essayer de retrouver et de ramener les jeunes générations, les 15-25 ans, dans ces lieux qu'ils ne fréquentaient plus ou qu'ils fréquentent moins, et essayer de faire remonter un peu cette fréquentation. La deuxième chose qui a motivé la mise en place du dispositif, c'est la volonté du Centre national du cinéma de nous accompagner, ou en tout cas d'être force de proposition et de financement dans la mise en place de ce soutien aux médiateurs, ce qui permettait de faire un effet levier sur les fonds qu'on pouvait débloquer au sein de l'institution régionale. Donc 20 postes, un appel à projet a été lancé en 2017, 20 postes ont été créés sur le principe suivant: 50% du coût du salaire était pris en charge par la région, 25% par le CNC, charge pour l'employeur de trouver les 25% restants. On était parti sur un prévisionnel de 30 000 € pour un emploi chargé sur l'année. Bien sûr en CDD dans un premier temps, puisque l'appel à projet était lancé pour 3 ans. Sur les 20 postes qui ont été retenus, nous avons reçu à l'époque, en 2017, 24 candidatures pour 20 postes disponibles, ce qui a permis quand même de retenir la grande majorité d'entre eux, en essayant d'avoir une répartition équitable, tant géographique sur les différents départements que sur la typologie des salles qui pouvaient présenter un projet. Donc 50% sont portés par des structures en gestion associative, 21% des cinémas, parce que certains cinémas sont encore des exploitations privées, et 25% sont portés par des collectivités, que ce soit des mairies, c'est le cas à Brive par exemple. À Brive, c'est un cinéma municipal, ou des Comcom ou des EPCC. Autre point sur les 20 postes, donc il y avait la possibilité pour donc une salle seule de candidater, un réseau de salles de pouvoir lui aussi candidater et avoir un médiateur qui permet de travailler l'ensemble de réseaux. Quand on parle de réseau de salles, c'est notamment les réseaux départementaux. Ça va être Écran 47 par exemple, c'est le réseau des salles indépendantes de proximité du Lot-et-Garonne, ou Cinépassion en Périgord, qui est le réseau de salles en Dordogne, bon, etc. Le réseau régional, qui est SINA, qui lui fédère les 147 adhérents. Et les salles pouvaient candidater seules pour un poste de médiateur, et on encourageait les postes en mutualisation. C'est le cas, par exemple, dans l'Aix-Limousin, sur le plateau de Millevaches, où 3 salles sont présentées un projet en commun pour un poste de médiateur qui donc fait de la médiation sur ces 3 salles, en se déplaçant, bien sûr, sur ces 3 lieux.
Sur la répartition géographique rapidement, si on peut passer à diapo suivante, Sylvain. Voyez, bon, on voit, hein, il y a les médiateurs sur les réseaux départementaux, c'est essentiellement sur l'ex-Aquitaine. Les postes en mutualisation, c'est essentiellement sur l'ex-Limousin. Et puis vous voyez, ça saute aux yeux immédiatement. Il y a une zone blanche un petit peu, c'est l'ex-Poitou-Charentes, où effectivement peu de demandes étaient arrivées à l'époque, et peu de postes ont été soutenus. Il y en a quand même 3 qui sont au Moulin du Roc, qui est une scène nationale qui est fait essentiellement du spectacle vivant, mais qui a une activité cinéma. Le Dietrich à Poitiers, qui est un mono-écran à Poitiers, et le foyer à Parthenay. Voilà. Donc ça, c'est le constat de ce qui existe. 2017, 2018, 2019, l'appel à projet pour 3 ans. On l'a renouvelé ensuite en 2020, 21, 22. Ça a été reconduit. Beaucoup de ces postes ont été CDisés. Et là, on reconduit pour 1 an. L'année dernière, en novembre, à Pessac, la nouvelle vice-présidente a voulu relancer un appel à projet pour 10 postes supplémentaires. Ça venait du constat qu'on avait une zone blanche et que les résultats obtenus étaient plutôt encourageants, puisque dans les salles où il y avait un médiateur, les partenariats se multipliaient, la fréquentation reprenait et le public jeune, pour le dire très rapidement, revenait. Donc, fort de ce constat, on a voulu relancer 10 postes supplémentaires en espérant que là aussi, le Centre national de cinéma puisse nous accompagner. C'est ce qui fera l'objet des discussions puisque nous sommes en période de renouvellement de la convention CNC et c'est la négociation que nous allons avoir avec eux. Là, on repart sur 10 postes en CDD, CDI, là de septembre à décembre. Alors, ça peut paraître un peu exotique, c'est pour une période courte, mais on va lancer 10 appels à projets pour 4 mois et on remettra tout à plat en 2024. Donc, les postes, c'est les domaines d'intervention que vous pouvez voir sur le slide. Hein. C'est l'animation de la médiation entre les œuvres et le public. C'est surtout en direction du jeune public avec les dispositifs scolaires nationaux existants. Il y a des dispositifs scolaires, il y en a 4 qui vont de la maternelle à étudiants au cinéma, en passant par, bien sûr, écoles, collèges, lycéens qui sont les plus connus et les plus massifs. Une ouverture sur les registres d'images différents parce que pendant très longtemps, la salle de cinéma était l'horizon naturel de diffusion des films. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les tablettes, la télévision, les ordinateurs permettent d'avoir accès à toutes sortes d'œuvres. On peut avoir accès à des programmes courts, du flux, mais aussi des œuvres de cinéma, des courts-métrages, des documentaires. Et un autre aspect qui est l'aspect de communication, et notamment de communication digitale, puisqu'on se rendait compte que dans beaucoup de ces salles, notamment en milieu rural, le seul outil de communication, c'était le programme encore imprimé ou le prospectus chaque semaine, et d'essayer d'avoir un site actualisé, plutôt avec une ergonomie et une arborescence plus moderne, et d'essayer d'investir les réseaux sociaux. Ça, c'est les objectifs donc, qui sont fixés là pour les 10 postes que nous allons lancer. Les bénéficiaires sont toutes les structures titulaires d'une carte d'exploitant, de droit privé ou de droit public, donc salles municipales, paramunicipales, associatives, mais aussi les salles privées. Bien entendu, les multiplex sont exclus de cette possibilité de candidature. Donc, nous avons réservé la possibilité de candidater aux établissements de 1 à 5 écrans. La notion de multiplex est opérante à partir de 6 écrans. Et il est impératif qu'au cours des 2 années précédant la demande d'aide, l'exploitant ait réalisé moins de 1% des entrées sur le territoire national, ce qui, là aussi, exclut les grands groupes type CGR, etc. Donc, là aussi, les projets peuvent être présentés par un ou plusieurs exploitants sur la base donc d'un diagnostic qui va aborder un certain nombre de choses. Spécificité du territoire, c'est très important pour nous. Les caractéristiques actuelles des exploitations candidates, les perspectives de partenariat, etc.
Les candidats vont détailler aussi un certain nombre d'engagements, donc projet de développement des activités, le projet de coopération entre les exploitants, la fiche de poste, bien entendu, de l'emploi du médiateur, un programme d'accompagnement du salarié dans son poste et son parcours professionnel, un budget global, bien sûr, de l'action, etc. Bon, vous voyez, tout est listé ici. Nous serons attentifs particulièrement aux projets en mutualisation parce qu'ils nous semblent être les plus porteurs de résultats et les plus pertinents dans les objectifs que nous nous sommes fixés. Et pour les 10 postes supplémentaires, nous allons aussi ouvrir à d'autres bénéficiaires. Donc, on peut passer à la diapo suivante, ce qui sont les réseaux de salles, même si nous aidons beaucoup de réseaux de salles de cinéma. Aujourd'hui, le réseau de salles des Landes a un poste de médiateur, le réseau de salles de Dordogne a un poste de médiateur, le réseau de salles du Lot-et-Garonne a un poste de médiateur. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a des réseaux de salles en Gironde, il y a des réseaux de salles dans les départements d'Aix, Poitou-Charentes, il y a des réseaux de salles, il y en a 2 dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, eux pourront candidater, et là, c'est pour l'animation de l'ensemble du réseau. Donc là, le médiateur apportera un appui pour toute activité qui pourra être développée et partagée et mutualisée entre les différentes salles du réseau. L'idée en 2024, c'est de remettre à plat les 30 postes, de proposer une aide qui serait une aide forfaitaire de la région à hauteur de 20 000 € sur 3 ans. Là aussi, avec 15 000 € de la région, 5 000 € du CNC, et charge à l'employeur de trouver les 10 000 € restants pour pouvoir aboutir à ce poste à 30 000 € chargé. Nous encouragerons vivement, et ça fera l'objet des discussions avec nos partenaires des départements, à ce que les départements, certains d'entre eux ont déjà manifesté la volonté d'être partenaires sur ce dispositif, puissent également prendre en charge une part du financement sur les 10 000 € restants de ce poste de médiateur. Alors, bien entendu, en 2024, quand nous allons remettre l'ensemble des postes à plat et lancer à nouveau un appel à projet, les postes existants, ceux de 2017 et ceux qui seront retenus là pour septembre 2023, nous allons les regarder avec une attention particulière, bien évidemment, puisque les gens sont en poste, occupent des fonctions et pourraient être amenés à être reconduits. Voilà. Voilà, je ne sais pas si c'était assez clair, mais ce qu'on peut dire sur ce dispositif. Merci bien pour vos explications sur ce dispositif. On a bien entendu qu'évidemment chaque dossier peut être accompagné plus spécifiquement, enfin pas hésiter, j'imagine, à vous contacter. Là encore une fois, le diaporama qui vient de vous être présenté vous sera envoyé à toutes et tous. Donc c'était la présentation, voilà, de 2 aides de la région Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, sans transition, on va se tourner du côté de Pôle emploi spectacle qui aide plus spécifiquement, bien sûr, les demandeurs d'emploi en priorité, et donc qui porte plusieurs dispositifs d'aide à l'emploi, mais notamment un qui s'appelle Parcours emploi compétences, qui, si je ne m'abuse, est l'équivalent de l'ancien CUI-CAE. En tout cas, c'est une continuité. Et donc, pour nous expliquer tout ça, je laisse la parole à Frédéric Lapierre, donc conseiller emploi à Pôle emploi spectacle. Bonjour. Donc le choix a été fait aujourd'hui, au vu du temps accordé évidemment, de faire un zoom sur 2 mesures que met en place Pôle emploi et notamment Pôle emploi culture spectacle. Il y a d'autres mesures qui existent, voilà, on a dû faire un choix. On a pris le parti de présenter aujourd'hui la mesure qui est le plus utilisée par les acteurs culturels avec qui nous sommes en contact fréquemment, qui en l'occurrence le parcours emploi compétences, que je vais quelque peu préciser là, et une aide qui s'appelle l'AFPR-POE, qui est on va dire l'instrument mis en avant par Pôle emploi ces derniers mois pour réduire les tensions de recrutement que le secteur peut connaître, comme tous les secteurs d'ailleurs, peut connaître à l'heure actuelle. Donc on va faire un zoom sur ces 2 mesures. On vous montrera tout à l'heure, je pense, un portail des aides mobilisables par Pôle emploi où vous pourrez voir
si vous le souhaitez, avoir des précisions sur les mesures dont on ne parlera pas aujourd'hui, comme le CIE jeune, les emplois francs, et il y en a bien d'autres. Donc juste, l'équipe culture spectacle, elle est située dans les locaux du Pôle emploi de Bègles en Gironde. Donc on met en place les mesures pour les structures qui sont en Gironde, et on peut avoir un rôle de point relais, de conseil pour les structures qui sont dans les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Après, les mesures que je vais décrire, elles seront forcément mises en œuvre par les agences locales et rattachées à votre territoire. On peut peut-être commencer, voilà, il y a nos coordonnées qui s'affichent là. Après, bon, Sylvain et son équipe, j'imagine, vous les communiqueront, Bien sûr. pas de souci. On peut commencer peut-être par le parcours emploi compétences, si tu veux. On va mettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien Oui, dans très bien. le Ouais. chat, ouais. Ok. Ouais. Donc pour le parcours emploi, ah oui, tu l'affiches pas, ok, ça marche. Donc pour le parcours emploi compétences, donc qui s'inscrit, on va dire sous la forme juridique, comme le disait Sylvain, du contrat d'accompagnement à l'emploi qui a été mis en œuvre, qui est mis en œuvre depuis des années par Pôle emploi. Donc ça s'inscrit exactement sous la même forme. Globalement, il est constitué d'une aide à l'insertion professionnelle qui est attribuée par Pôle emploi. C'est une aide, donc c'est une prime qui est versée à la structure, et une prime qui va, dont le montant dépend du public et on va dire du statut de la personne embauchée. Donc c'est une aide à l'insertion. Il faut savoir que le parcours emploi compétences, son essence même, c'est d'aider donc au développement des compétences d'un demandeur d'emploi. Donc globalement, cette aide-là n'est pas à mobiliser en priorité pour pérenniser un poste. C'est pas son objectif premier. Son objectif premier, c'est donc de pouvoir faire bénéficier à un demandeur d'emploi d'un parcours de développement de compétences qui peut prendre plusieurs formes. Je vais y revenir, avec effectivement une aide à l'emploi qui est versée à la structure en contrepartie de l'accompagnement qu'elle va proposer à son salarié pour développer ses compétences. Après, le champ peut être assez varié. Ça peut aller sur la maîtrise d'un logiciel, à prendre la parole en public. Ça va être à la fois développer des savoir-faire techniques, des connaissances théoriques, mais aussi parfois ça peut arriver un savoir-être, comme voilà, mieux gérer son stress, s'améliorer sur le travail en équipe et collaboratif. Il est à noter que donc cette aide est attribuée avant l'embauche. Donc il faut donc anticiper et prévoir d'appeler, on va dire en général, voilà, 15 jours, un mois avant l'embauche, la date d'embauche prévue, pour mettre en place l'aide qui est pas, qui peut être assez rapide à mettre en place. À noter que l'aide versée dans le cadre d'un PEC n'est pas cumulable avec les autres aides de l'État à l'emploi, en tout cas, mais elle est cumulable avec d'autres aides, comme notamment la PO-FPR que je décrirai tout à l'heure. Donc, comme je disais, voilà, le CAEPEC, ça a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle d'un demandeur d'emploi. Et donc, en contrepartie, la structure va être aidée financièrement. Donc, alors j'ai essayé de faire une petite simulation, par exemple, sur un contrat, que vous voyez à peu près le montant de l'aide. Globalement, sur le contrat, l'aide peut aller jusqu'à 24 mois. Avec, en général, on fait un premier contrat de 12 mois et après, on fait 2 renouvellements de 6 mois. Il y a certains cas et certains publics pour lesquels on peut déroger à cette règle de 24 mois et aller plus loin, notamment 60 mois. Il y a certains publics particuliers, notamment pour les travailleurs handicapés, les personnes qui ont plus de 55 ans et les personnes pour qui un parcours de formation longue a été attribué pendant le contrat. Globalement, donc il y a on va dire que tout part d'un triptyque Pôle emploi, salarié, employeur. Donc tous les trois réfléchissent à un plan de développement de compétences qui peut revoir plusieurs formes. Ça peut être
une formation financée par l'AFDAS. Ça peut être un webinaire organisé par l'agence A, ça peut être lui laisser du temps pour aller à une table ronde, ça peut être une formation en ligne, un MOOC, voilà, ça peut être une immersion professionnelle dans une autre structure. Voilà, le plan de formation, qui est mis en place avant l'aide, il faut plus voir ça comme une feuille de route que comme un engagement contractuel. On a vu, voilà, en cours de contrat, des fois des parcours de développement de compétences s'orienter vers d'autres cibles. Et voilà, tant que le salarié lui satisfait et qu'on voit que il y a une réelle plus-value et que on remplace une formation sur un logiciel par une formation de prise de parole en public ou de gestion des publics, ça nous va très bien. Donc globalement, si on prend l'hypothèse d'un contrat, on va dire à 20 heures hebdo, d'un contrat de 12 mois, on va dire, à 20 heures hebdo, l'aide, par exemple, voilà, il y a 2 taux. Donc il y a 30% pour un demandeur d'emploi classique et 50% qui sera pour cas de public particulier, en l'occurrence des bénéficiaires du RSA, des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi en situation de handicap, donc les demandeurs d'emploi à longue durée et des personnes de plus de 50 ans. Donc pour ces 4 publics-là, l'aide passe à 50%. Donc la durée hebdo de la prise en charge, ça peut aller de 20 à 26 heures. Et donc, on fait un premier contrat de 12 mois et on peut possiblement faire 2 renouvellements de 6 mois. Donc, globalement, pour un contrat de 20 heures hebdo à 50%, sur un coût chargé brut d'environ 1 400 €, il resterait un coût résiduel à charge donc de 730 € pour la structure. Il y a des exonérations diverses dans le cadre du PEC sur les assurances maladie, vieillesse, etc. Il y a une aide de l'État d'environ 500 € par mois qui est attribuée dans ces cas-là. Concernant la mise en œuvre de dispositifs, soit vous pouvez appeler, contacter Pôle emploi spectacle, on fera le relais avec l'agence locale. Et puis vérifier aussi effectivement si la personne est bien éligible, puisque on part vraiment de la personne, du demandeur d'emploi, du salarié, concernant la mise en œuvre de cette aide, et ou faire le relais avec l'agence qui est située sur votre territoire. Voilà, j'en ai fini pour le parcours emploi compétences. Merci Frédéric. Et tu souhaitais aussi aborder l'AFPR. Oui, parce que alors je trouve que c'est une aide qui est très utilisée à Pôle emploi, dans d'autres secteurs d'activité et peu dans le secteur culturel. Alors j'ai des petites idées sur. Alors, on s'interroge pourquoi effectivement on est quand même peu sollicité sur cette aide qui intéresse beaucoup d'autres secteurs. Donc globalement, donc ce qu'on appelle AFPR, c'est une action de formation préalable au recrutement. Donc là aussi, ça s'inscrit dans le champ de solutionner un peu les tensions de recrutement que beaucoup de structures vivent à l'heure actuelle. Et globalement, c'est un outil qui sert à réduire l'écart de compétences entre un profil de poste et les compétences d'un candidat. Donc globalement, avant de faire un contrat de travail, on va mettre en place un dispositif de formation qui va précéder le contrat. Et sur ce dispositif de formation, la quasi-intégralité du coût est supportée par Pôle emploi, donc en termes de financement de la formation, on va dire d'aide au tutorat dans la structure et de rémunération de la personne embauchée, ou qui va être embauchée. Globalement, une des dernières AFPR qu'on ait fait, une structure va embaucher un chargé de com. Il faut que ça soit au moins un contrat de 6 mois. Voilà. Par contre, elle est pas opérationnelle tout de suite. Voilà, elle maîtrise pas tel logiciel. Le community management, par exemple, n'est pas sa spécialité. On va organiser une formation qui peut être donc soit totalement en interne, soit aussi passée en externe. Et c'est Pôle emploi qui va financer l'intégralité de la formation. Et va aussi donc allouer pendant cette période-là une allocation formation à la personne qui sera après
engagé sur un contrat classique, donc un CDD d'au moins 6 mois et au moins 20 heures hebdo. C'est l'engagement que doit prendre l'employeur, c'est au moins de faire un contrat de 6 mois et à hauteur d'au moins un mi-temps. À noter qu'en Aquitaine, il y a une expérimentation qui est faite. La durée moyenne de la formation qui précède le contrat est normalement de 400 heures. En Aquitaine, il y a une dérogation qui est en cours là depuis quelques semaines et qui permet de déroger à cette durée de 400 heures et de l'allonger jusqu'à 800 heures. Il y a aussi une dérogation qui est faite aussi pour le coût de la formation, notamment si la structure décide de passer par un organisme de formation externe. On peut aller sur des aides qui vont jusqu'à 8 000 €. Ok. Oui, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc, Alors c'est très mobilisé plutôt sur des posez la question. missions techniques et sur des profils techniques, très souvent. Mhm. Voilà. Mhm. Oui, parce que ça Par peut être. rapport, oui, une certification, je sais pas moi, il manque un SIAP, une habilitation électrique, voilà, ça peut être fait, un permis, ça peut être fait, voilà, dans ces cas-là, sous de la mise à jour de connaissances logicielles ou voilà, ce genre de choses. Ok. Ce dispositif, la FPR, on a mis le lien dans le chat. Et puis encore une fois, on transmettra tes coordonnées, enfin les coordonnées de Pôle emploi spectacle aux participants. Merci Frédéric. Ouais, voilà, juste, je disais, voilà, il y avait le lien sur le parcours emploi compétences et la FPR, puis Ouais. aussi très important, le lien sur le portail qui mène aussi aux autres mesures qui sont mobilisables via votre Pôle emploi Ouais. spectacle. Et Agnès vient de le mettre en ligne. Merci encore. Autre type d'aide, cette fois-ci c'est du côté de votre OPCO, donc l'opérateur de formation et de compétences, l'AFDAS, opérateur culture, qui donc apporte des aides et notamment de l'accompagnement aux employeurs. Et je vais laisser donc la parole à Thomas Delémer, donc conseiller emploi formation à l'AFDAS, en charge notamment des dossiers spectacles, parmi d'autres. Thomas, je te laisse présenter. Donc tu voulais mettre un focus sur 2 ou 3 dispositifs, donc Oui. notamment l'AGFIP pour les personnes handicapées, mais également mettre en avant finalement un type de contrat dont on entend de plus en plus parler, contrat d'apprentissage, enfin en format d'alternance qui se fait de plus en plus. Oui, merci Sylvain et bonjour à tous. Donc l'une des 6 missions de l'AFDAS, c'est de pouvoir accompagner le développement de l'alternance au sein des structures, notamment de la culture. Pour mémoire, l'objectif d'un contrat en alternance, c'est l'insertion professionnelle ou le retour à l'emploi aussi, soit d'un jeune salarié qui, par le biais de ce contrat, donc va acquérir un savoir-faire et des compétences en lien avec un titre ou un diplôme ou un métier. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif du contrat en alternance. Donc, l'avantage sur ce type de dispositif, c'est que depuis 2020, il y a une aide à l'embauche qui est mise en place par le gouvernement. Et cette année, en 2023, le gouvernement a renouvelé son soutien à l'alternance avec la mise en place d'une nouvelle aide pour l'embauche qui est d'un montant de 6 000 €. Alors, l'alternance, on va distinguer 3 types de contrats. Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et une expérimentation, donc le contrat de pro expérimental. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Sur ces 3 contrats, il y a une possibilité d'avoir une aide, donc cette aide des 6 000 €. À savoir que sur les contrats d'apprentissage, en fait, tous les parcours peuvent bénéficier de cette aide. En revanche, sur les contrats de professionnalisation, sont concernés uniquement les contrats qui vont viser à un diplôme ou à un CQP.
À savoir également que cette aide, il y a une condition d'âge par contrat, donc sur les contrats d'apprentissage, donc comme je l'ai dit, l'ensemble des contrats sont concernés par l'aide, mais sur les contrats de professionnalisation, en plus de la typologie de parcours, il y a aussi une conditionnalité, c'est-à-dire que l'alternant doit avoir moins de 30 ans. Au-delà de 30 ans, donc l'aide n'est pas applicable sur ces contrats-là. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus et estimer les aides et les abattements qu'il peut y avoir sur les charges, notamment patronales, faire une simulation sur notre outil de calcul alternance. Je vous invite à aller le voir. Quelque chose que je voulais aussi vous dire, c'est que le conseil d'administration de l'AFDAS a décidé de mettre en place une aide complémentaire qui est une aide à la fonction tutorale, puisque sur ce type de contrat, il y a obligation de désigner un tuteur ou un maître d'apprentissage dans la structure. Donc pour compenser ce temps passé à l'accompagnement de l'alternant, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une aide de 100 € par mois sur 10 mois. Donc j'ai fait une erreur, c'est pas 12 mois mais 10 mois. Donc une aide de 1 000 € par contrat qui est possible lorsque le contrat fait au moins 10 mois. Je voulais aussi donc faire un petit zoom sur le contrat de pro expérimental, parce qu'on est sur donc une expérimentation qui a commencé en 2018 et qui va s'achever à la fin de l'année 2023. L'objectif de ce... On est toujours sur la même diapo, t'inquiète. L'objectif de ce contrat, c'est vraiment de permettre l'acquisition de compétences ciblées. C'est-à-dire que on n'est pas forcément sur une formation diplômante, mais sur un parcours de formation qui est élaboré en fonction du profil du salarié et du poste recherché par l'employeur. Donc ça permet vraiment d'adapter le parcours de formation et l'intégration du salarié. Alors l'avantage, c'est que aussi lorsque vous avez un profil de poste qui est hybride, eh bien de pouvoir mettre en place un parcours de formation sur mesure avec un parcours qui n'existe pas comme ça, tout fait sur le marché sous forme d'un titre professionnel ou d'un diplôme, ou vous pouvez tout simplement aussi décider de faire bénéficier votre futur salarié simplement d'un bloc de compétences d'un diplôme, hein, puisque là l'objectif c'est vraiment d'optimiser et que le stagiaire ne s'ennuie pas non plus sur la formation et que ce qu'il apprenne lui soit totalement utile sur son poste. L'avantage après de ce dispositif rapidement, c'est quand même donc pour le contrat pro expérimental, pour l'entreprise donc d'augmenter le taux de fidélisation parce qu'il y a un effort qui est fait vraiment sur l'intégration du salarié, et pour le salarié, c'est d'avoir vraiment une formation opérationnelle, donc un avantage direct qui va lui permettre d'intégrer son poste totalement et de pas avoir un lien à faire entre ce qu'il a suivi en formation et le poste sur lequel on le place. Puisque là, du coup, vous sécurisez vraiment le démarrage en entreprise. Donc là, sur ces contrats de pro expérimentaux, même si on n'est pas sur une formation diplômante, l'aide à l'embauche est possible aussi. Voilà. Si vous avez des questions, après, je pourrais vous donner plus de détails sur les prises en charge. Mais voilà, il y a des facilités qui sont faites et une prise en charge supérieure à un contrat pro classique possible sur ce type de dispositif. Tu peux passer à la diapo suivante. L'une des autres missions de l'AFDAS, c'est également premièrement d'ailleurs, d'accompagner les entreprises dans le développement de la formation, notamment les petites et les moyennes entreprises,
et de pouvoir accompagner aussi toutes les mutations économiques qu'il peut y avoir et aussi les transitions écologiques. Donc là, on a un dispositif qui s'appelle l'appui conseil, qui est en fait un accompagnement sur mesure en 4 phases, qui vous permet de pouvoir diagnostiquer, de faire un peu l'état des lieux techniques de votre organisation et de vos besoins humains, et d'élaborer avec un consultant extérieur, RH, un plan d'action pour pouvoir entamer une démarche de développement ou tout simplement de pouvoir embaucher quelqu'un et de réfléchir un petit peu à toutes les conséquences et toutes les ressources dont vous allez avoir besoin pour la mise en place d'un nouveau poste dans votre structure. Donc là, du coup, vous êtes vraiment sur des choses concrètes. Donc c'est travailler votre organigramme, structurer des pratiques managériales éventuellement, rédiger un process de recrutement, c'est-à-dire travailler le profil de poste, faire une cartographie des compétences qui sont déjà disponibles dans votre structure et de celles dont vous avez besoin pour pouvoir peut-être un petit peu revoir les rôles de chacun. Vous pouvez estimer le coût, comme je vous le disais, donc d'un recrutement, et vous préparer un peu à toutes les obligations d'employeur sur les entretiens de recrutement, mais les entretiens pro également, les entretiens d'évaluation, et voir un petit peu tous des documents que vous devez obligatoirement mettre en place dans votre structure. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'il est pris en charge à 100% pour les structures de moins de 50 salariés. Il est pris en charge sur des fonds régionaux et nationaux, et parfois aussi sur les fonds de la branche. Mais en tout cas, le financement est à 100%. Ce sont des accompagnements qu'on propose sur 3 à 12 mois, on va dire, selon vraiment le chantier que vous voulez travailler, avec au bilan la possibilité de reprendre contact avec un conseiller de l'AFDAS pour continuer la mise en œuvre du plan d'action que vous aurez rédigé avec le consultant. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Alors, une autre disposition qui existe, c'est que ce sont les aides justement au maintien dans l'emploi ou les aides à l'emploi pour les travailleurs en situation de handicap. On a un partenariat avec l'AGFIP sur lequel nous avons travaillé depuis déjà 2 ans sur des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement justement sur cette thématique-là. Donc il me semblait important quand même de pouvoir vous présenter rapidement les aides à l'embauche et les aides incitatives que l'AGFIP peut mettre en place justement si vous souhaitez entamer une démarche comme ça inclusive, comme c'est à la mode. Donc vous voyez que sur un contrat d'apprentissage, il y a une possibilité d'avoir une aide de 4 000 € qui est donc cumulable avec l'aide à l'embauche d'un alternant. Et sur le contrat pro, on peut aller jusqu'à 5 000 €. Alors là, c'est à titre indicatif, hein, bien évidemment. C'est l'AGFIP qui pourra vous donner en détail les montants auxquels vous pouvez avoir droit en fonction de votre situation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement des 3 dispositifs que je voulais aborder. Naturellement, alors, sur l'AFDAS à Bordeaux, nous sommes 7 conseillères et conseillers. Vous pouvez nous joindre et en fonction de vos besoins particuliers, on pourra étudier s'il y a d'autres leviers que ceux-là que nous pouvons actionner
pour justement favoriser l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un de vos salariés. Merci. Merci à toi, Thomas, pour la présentation de ces 3 dispositifs, donc pour l'AFDAS. Et je vous propose donc de terminer le tour de parole des différentes interventions en donnant la parole donc à Marie-Lise Hébert. Marie-Lise, donc tu es chargée de mission au pôle accompagnement au sein de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, on s'était dit que c'était intéressant quand même d'évoquer certaines aides. Donc on pouvait pas non plus faire un webinaire de 3 heures, donc inviter tout le monde, mais néanmoins, tu souhaitais faire un focus sur 2-3 dispositifs, soit d'aide financière, soit dispositifs d'accompagnement d'employeurs pour voilà, faciliter l'emploi de certains salariés en culture. Marie-Lise, est-ce que tu es là? Ah. Zut. Donc l'idée c'était de vous présenter un dispositif de l'ADAMI, donc pour les artistes interprètes, de vous présenter aussi les solutions de groupement d'emploi, avec notamment le groupement d'employeurs AGEC qui peut être une bonne solution de mutualiser différentes missions au sein d'un même poste pour faciliter voilà, un poste un peu mieux calibré et plus pérenne, et d'évoquer très rapidement les DLA. DLA, donc dispositif local d'accompagnement, qui là permet de bénéficier d'un accompagnement dédié aux employeurs associatifs notamment, enfin en tout cas qui œuvrent dans l'ESS plus généralement. Mais Marie-Lise, tu n'es pas là. Tu as peut-être un Sylvain, c'est Agnès. Oui. Marie-Lise a un bug, elle redémarre son ordi et elle arrive. D'accord. Éventuellement, peut-être commencer les questions ou pas. Eh bien, je vais rebondir sur ta proposition, Agnès, effectivement. Donc, je vous propose d'ouvrir la séquence questions-réponses, justement, puisque on avait quand même pas mal de questions, notamment autour du fonds PEPS. Si je reprends la liste des questions, donc là, qui va s'adresser, je pense plutôt à Étienne. Étienne Buisson de la DGCA. J'avais noté 2 questions sur la page. Oui. Donc question de Franck Soubé-Belleza et de Florence Boileau. En ce qui concerne la page FondPeps, les spectacles solo ou duo ne semblent plus être aidés. Pouvez-vous nous confirmer et nous expliquer la raison? Alors, effectivement, le choix a été fait de soutenir davantage les plus grands plateaux. Comme les budgets ne sont pas non plus extensibles, il a fallu faire un choix entre effectivement continuer à soutenir des solos ou des duos, ou étendre l'aide vers des distributions plus nombreuses. Donc ça, on est parfaitement conscient que ça convient pas à toutes les esthétiques. Après, est-ce que il n'est pas possible de s'organiser? Moi, je pense que si. Ce qu'on veut, l'objectif qui est poursuivi par la page, c'est un plateau de 3 artistes le même soir. J'ai tendance à penser que si un employeur organise un spectacle avec en première partie un solo, en deuxième partie un duo, autrement dit 2 numéros, c'est tout à fait possible de demander l'aide. D'accord. Donc éventuellement, voilà, oui, c'est une façon. Voilà, je pense que c'est simplement une autre façon que ça se traduira simplement par une autre façon de s'organiser. Une compagnie qui verra qu'elle n'aura pas forcément, qu'elle n'aurait pas d'aide pour un duo, un autre artiste qui comprendra qu'il n'a pas d'aide pour un solo, je pense qu'ils se rapprocheront et qu'ils iront voir un exploitant de lieu pour lui dire voilà, on va vous proposer un spectacle en 2 parties. Okay. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se traduire. D'accord. Très bien. Donc pensez en plateau et plus uniquement en termes de propositions. Exactement. Il y avait une question, d'ailleurs on était sur les plateaux, il y a une question d'Agnès Rambaud et Karine Husser. Si le plateau est composé de 11 personnes, est-ce que l'aide est possible ou pas au maximum de 9 personnes? Le plateau sera aidé à concurrence effectivement 9 artistes. Okay.
Question claire, réponse claire. Merci. Qu'est-ce que je reprends comme question? Alors pendant les présentations, j'avais effectivement fait une analyse des différentes questions. Alors on avait aussi des questions concernant l'éligibilité à la page de spectacle ou de représentation en plein air. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait fait pendant la crise sanitaire, mais parce que les circonstances étaient étaient très très exceptionnelles. Donc, à circonstances exceptionnelles, soutien exceptionnel, c'est quelque chose qui n'a pas été pérennisé. La page, elle est revenue à son format initial, c'est-à-dire un spectacle dans une salle. Une salle, ça peut être un chapiteau. Ça peut être une église. En revanche, non, c'est pas en plein air. D'accord. On avait aussi beaucoup de questions sur les modalités de preuve de la jauge. Oui. Donc ça, je comprends qu'il faut un peu de temps pour s'y faire, mais je pense que on s'y fera. Vraiment, l'alternative, c'est entre je prends le cas de principe, c'est entre un PV de sécurité, parce que ça, c'est quand même un document de sécurité que l'exploitant du lieu est supposé avoir, qu'il soit un théâtre, qu'il soit une église, parce que l'évêque, il est quand même supposé veiller à l'évacuation de l'église en cas d'incendie, que ce soit une école ou un collège, parce que le principal du collège, il a la même obligation d'évacuer les élèves, et puis si c'est un spectacle, le public et les artistes. Ça, c'est un document que les gens sont supposés pouvoir vous fournir. Et si vous pouvez aussi, dans le cas où le maire, par exemple, a décidé d'ouvrir une salle sous sa responsabilité, autrement dit, quand il n'a pas obtenu d'autorisation favorable de la commission de sécurité d'ouvrir le lieu, là, il en prend la responsabilité, il peut fournir une attestation. Mais nous, ce qu'on vous propose, mais c'est aussi parce que des employeurs, des entreprises de spectacle nous l'ont suggéré, c'est aussi de vous référer au nombre de billets mis en vente. Donc vous pouvez attester en principe avec le logiciel de billetterie. Donc je comprends bien que ça peut sembler être une formalité. En même temps, les subventions du fonds PEPS, c'est pas des crédits sans justificatif, ça reste fondamentalement des dossiers de subvention. Donc on comprend que quand on demande une subvention, surtout quand elle peut être d'un montant important, il y a un petit peu de dossier à fournir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous faire comme réponse. Merci, mais je crois que la réponse est claire. Pour finir peut-être sur les questions justement en lien avec le fonds PEPS, je rebondis sur une question du Colline du Café Libre concernant les tiers-lieux. Donc il y a une équipe sur la convention collective Éclat, mais également une licence d'entrepreneur du spectacle. Est-ce qu'il y a une possibilité de demande d'aide? Pour la page, non, parce que les critères sont cumulatifs. Il faut à la fois la licence d'entrepreneur de spectacle, mais il faut aussi relever d'une des conventions collectives du spectacle vivant, privé ou subventionné. Là, il n'y a pas de dérogation possible. Alors moi, je vais me permettre, mais je vais après laisser la parole à tout le monde. On avait une question qui concernait la ESP, mais qui va concerner toutes les aides du fonds PEPS, qui était mais quand est-ce que les formulaires seront disponibles? Alors, les formulaires, on est en train de les dématérialiser. Le fonds PEPS opère sa transition numérique comme d'autres l'ont fait avant lui. Donc évidemment, ça prend un peu plus de temps que de simplement changer un formulaire PDF. Donc, sachez que l'Agence des services de paiement, à notre demande, est en train de développer un portail qui permettra de faire des demandes dématérialisées, qui permettra aussi de suivre les demandes, comme ce que les administrations, comme les impôts par exemple, ou la sécurité sociale, le BUSO peuvent le proposer, ou le GIP Café Culture. Et ce portail devrait ouvrir à la fin du mois d'avril. D'accord. Donc nouveau portail dans le courant du printemps. Voilà. Ok, merci. Eh bien, je vous propose de reprendre le fil de nos interventions et de laisser la parole à Marie-Lise. Marie-Lise, est-ce que tu es avec nous? Oui, désolé, j'ai eu un petit problème technique. Désolé. Pas de souci, on a du coup abordé quelques questions justement relatives au fonds PEPS. Et donc toi, tu arrives avec quelques dispositifs ou en tout cas quelques aussi dispositifs d'accompagnement spécifiques.
Oui, voilà. Alors après, c'est pas du tout une liste exhaustive des dispositifs qui existent par rapport à cette question de l'emploi. C'est juste deux, trois petites choses dont on a remarqué sur les derniers ateliers collectifs qu'on a organisés qui étaient peu connus. Donc, je me suis dit que ça pouvait être bien d'en parler très rapidement. Mais après, si je me trompe pas, Sylvain, de toute façon, t'envoies une liste plus exhaustive des aides à l'emploi qui va au-delà de ce qui a été présenté ce matin, de toute façon. Hein, c'est ça? Tout à fait, ouais. Il y a quelques aides dont on n'a pas parlé qui seront dans cette liste, ouais. Ok. Juste rapidement, alors moi je voulais vous parler. Alors c'est pas des dispositifs que nous on porte, hein. Donc du coup après évidemment on va vous laisser les liens dans le chat et puis comme ça vous pourrez vous-même aller voir en détail les critères etc de ces aides. Mais par exemple ce qui est bon à savoir c'est qu'il y a l'ADAMI qui est donc une organisation dont les missions tournent autour des artistes-interprètes, voilà, de gestion de rémunération, de financement de création, de production, diffusion de projets, voilà, de gestion de droits. Donc l'ADAMI propose des aides financières qui sont automatiquement attribuées pour prendre en charge une partie des salaires des artistes interprètes. Donc je vous invite à aller voir sur leur site. Donc il y a des conditions et des critères qui sont très précis. Mais voilà, si on rentre dedans, ça peut vraiment être un coup de pouce pour l'emploi artistique. Donc, comme je disais, c'est automatiquement attribué. C'est pas voilà. Par contre, il faut que l'intégralité de la distribution du projet soit rémunérée à chaque fois. Alors après, c'est différent selon ce que vous faites. Par exemple, il y a des aides spécifiques pour les premières parties en musique, voilà, qui va prendre 70% des salaires bruts des artistes-interprètes, plus un forfait de 200 € par représentation pour couvrir les frais de transport, etc. Et après, à chaque fois, il y a d'autres critères. Il faut qu'il y ait au moins 3 représentations minimum sur 9 mois, etc., etc. Puis c'est selon, voilà, par exemple pour le théâtre, c'est 15 représentations minimum sur 9 mois, les arts de la rue 8. Et puis ça prend à chaque fois avec des plafonds différents, 40% des salaires bruts des artistes-interprètes. Donc pour le théâtre par exemple. De même pour la danse. Donc bon, je vais pas tout vous détailler, je vous laisserai aller voir sur le site de la DAMI, mais voilà, si vous connaissez pas, c'est bien d'aller y faire un tour. Ça, c'était une aide financière à nouveau. Après, on a parlé ou a été évoqué plusieurs fois pendant le webinaire la question de mutualiser les emplois. Je sais que Gaël Chartet en a parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est pas un dispositif financier à proprement parler, mais ça reste une modalité d'emploi qui peut être utile. Donc, les groupements d'employeurs, il en existe en France dans plusieurs domaines et certains sont spécialisés dans la culture. Donc en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est le cas de l'AGEC. Donc vous allez avoir aussi le lien dedans. Et le principe, c'est de mutualiser des besoins en emploi de plusieurs structures qui ne peuvent pas ou n'ont pas le besoin d'avoir un temps plein. Donc, par exemple, une structure qui a besoin d'une personne sur une journée pour la gestion administrative, puis une autre structure aurait besoin sur 2 jours, etc. Et puis, en fait, en mutualisant les besoins de chacun, on va pouvoir comme ça créer un emploi à temps plein. Et puis, c'est l'AGEC qui va se faire l'intermédiaire, qui va être l'employeur en fait de la salariée, avec une attention et une dynamique qui va être voilà de porter une attention à la construction du parcours des salariés et de pérenniser l'emploi culturel. Donc, qui va être aussi intéressant pour le parcours des salariés, puis du côté des structures employeuses de pouvoir voilà avoir des salariés pas forcément sur des temps pleins sans fragiliser l'emploi en fait et en mutualisant avec d'autres structures. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Tu vas me couper, ouais. Non, Alice, oui, non, c'était juste pour peut-être une question. C'est-à-dire que vis-à-vis de la GEC, on peut arriver en tant qu'employeur avec un besoin, je sais pas, de compétences comptables par exemple sur une journée, et c'est la GEC qui va faire le travail de trouver un plein temps à la personne visée, c'est ça. Mais on peut aussi venir avec plusieurs employeurs, enfin avec d'autres associations et vis-à-vis de la GEC, enfin on peut avoir un besoin de quelques heures ou arriver avec un projet clé en main d'une personne à plein temps, avec plusieurs employeurs.
Oui. En fait, si on, en fait, effectivement, on peut contacter la GEC aussi si on est seul et qu'on sait pas et qu'on n'a pas tout le monde pour créer le temps plein. Et après, la GEC va pouvoir mettre un réseau, ou alors si on est plusieurs et qu'on a déjà, oui, bien sûr. Ouais, les Ok. deux cas sont possibles. Je vois dans le chat qu'il y a d'autres GE, effectivement, tout comme comme je disais au début, hein, il y a d'autres aides financières sans doute. C'est pas du tout exhaustif ce que je propose. Là, c'est vraiment quelques exemples juste pour pouvoir toucher du doigt différents dispositifs qui peuvent exister. Mais effectivement, c'est intéressant de voilà. Donc, je bouge, j'en étais. Ah oui. Et la dernière chose dont je voulais parler aussi, qui n'est pas un dispositif financier non plus, mais qui est vraiment un accompagnement, c'est le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif d'accompagnement pour les structures employeuses ou les structures, selon les départements, ou les structures qui s'apprêtent ou sont dans une démarche d'embaucher leurs premières salariés. Le DLA, c'est un accompagnement pour les structures de l'économie sociale et solidaire, le SS. Donc, c'est pas spécialisé culture, mais ils accompagnent aussi donc beaucoup de structures culturelles et ils vont accompagner des structures qui ou rencontrent des difficultés sur les dimensions stratégiques de leur projet ou s'interrogent sur leur stratégie de développement ou souhaitent donc consolider leur activité et pérenniser des emplois avec plusieurs thématiques d'accompagnement. Voilà, le modèle socio-économique, la gestion financière et la consolidation des emplois. Ils ont vraiment un volet, il y a vraiment un volet d'accompagnement sur les questions de l'emploi, c'est pour ça que j'en parle. Euh, et en fait, il y a des référents DLA dans chaque département. Voilà, il y a Agnès vous a mis le lien dans le chat, donc vous allez pouvoir retrouver les coordonnées des référents dans chaque département. Encore une fois, là, c'est vraiment juste pour que vous ayez, voilà, que vous sachiez que ça existe, mais de toute façon, nous à l'agence, euh, on peut vous aider à vous repérer un petit peu dans toutes ces différentes logiques d'accompagnement, donc et dans l'écosystème de manière générale. Donc, faut pas hésiter à nous contacter si vous posez des questions sur votre projet, et puis on pourra vous aiguiller après. On a l'observatoire, donc le pôle observation de l'agence, a travaillé à tout un tas d'études, de données, de ressources concernant l'emploi dans le secteur culturel à travers différents travaux d'observation. Donc ça peut vraiment vous être utile aussi pour comprendre certaines choses. Vous avez le lien direct dans le chat. Et puis nous, on propose des accompagnements qui vont être plus à la structuration de manière générale de votre projet, pas forcément sur l'accompagnement particulièrement, mais plus global. Mais ceci dit, avec tous les dispositifs qu'on a évoqués ce matin, voilà, si jamais vous êtes perdu, vous pouvez revenir vers nous via l'adresse J'ai une question, puis on pourra vous réaiguiller vers les bonnes personnes si vous avez besoin d'accompagnement sur l'emploi spécifiquement. Merci Marie-Lise. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter autre chose. Non, pas particulièrement. Merci. Merci à toi. Donc encore une fois, hein, si vous avez des questions plus spécifiques à poser, comme Maryse vient de le dire, vous avez l'adresse j'ai une question @la-nouvelle-aquitaine.fr dans le chat. On s'était engagé à terminer à midi. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va pouvoir encore prendre quelques questions pour terminer avant de terminer ce webinaire. J'essaie de retrouver. Alors, je vois aussi qu'effectivement, encore une fois, ce webinaire n'est pas exhaustif. Hein, donc, c'est Benjamin Lavigne qui nous indique que effectivement, certains départements aident à l'emploi. En tout cas, le département de la Gironde. Donc, pour les habitants et les habitantes de la Gironde, effectivement, il y a un soutien à l'emploi associatif. Merci pour le lien. Idem, ce lien-là rejoindra le document ressources qui vous sera envoyé. J'essaie de trouver les questions. On peut aussi dans cette séquence-là réouvrir si vous le voulez, hein, si vous le souhaitez les webcams, et ça peut être aussi des questions à la volée, comme bon vous semble. Alors Thomas, tu souhaites intervenir? Oui, j'ai vu une question, du coup je me permets puisque Je je t'en me prie. concerne, d'une web radio qui posait une question. Alors j'essaye de retrouver la question. Émilie Zaïzaï Radio, est-ce que toutes les structures peuvent accueillir des jeunes en alternance? Y a-t-il des obligations à remplir par l'employeur? Nous sommes une association web radio et transmission média. Donc, non, il n'y a pas d'obligation particulière. Vous pouvez tout à fait, une association peut employer un alternant. Ça peut être d'ailleurs le seul employé, ça arrive.
En revanche, il faut s'assurer, puisqu'il y a une obligation de désigner un tuteur ou un maître d'apprentissage, donc de désigner quelqu'un de référent, à savoir qu'un bénévole ne peut pas être tuteur. La seule personne bénévole qui pourrait l'être, c'est l'employeur, donc le président de l'association, s'il a ce pouvoir de pouvoir employer et licencier. Donc voilà, c'est vraiment ces personnes-là qui pourront être tuteurs. Voilà. Mais du coup, le contrat d'apprentissage peut être mis en place. Ou contrat pro. Et alors ce pouvoir, justement, en tout cas cette compétence, cette capacité, comme tu le dis, c'est évalué en fonction du dossier, enfin en fonction des personnes, ça peut être... C'est en fonction des statuts aussi de l'association, c'est-à-dire qui est l'employeur réellement. Est-ce que c'est le président? Est-ce que le président peut employer quelqu'un et licencier quelqu'un? Donc là, c'est vraiment, je pense, les statuts de l'association qui sont pris en compte. Ok. Merci Thomas pour ces précisions. Je reprends le fil des questions, à moins que... Ouais, Sylvain, c'est Fred de Pôle emploi. J'ai juste vu une question sur le chat concernant la FPR. Vas-y. Posée par Aurore qui demande si la FPR peut être mobilisée pour préalablement des contrats intermittents. Donc la réponse est non, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est pour des CDD d'au moins 6 mois. Voilà, donc effectivement, la FPR, malheureusement, ne peut pas marcher pour des CDDU. Mais elle peut précéder un contrat de professionnalisation. On en met en place actuellement dans la région d'Angoulême. Ou apprentissage, ouais. Absolument. Ok, donc merci. Je vois que Manu a mis sa webcam, tu as une question à poser. Si tu peux nous dire, juste te présenter, nous dire d'où... Oui, bonjour. Moi, je suis Manu, je suis coordinateur du théâtre La Grange-Loup à Chauvigny. Je suis en CDI actuellement grâce à l'aide de FONPEP. J'étais intermittent du spectacle juste avant. Et donc cette année, on n'a plus la dernière année dégressive est passée. Et c'est une question qui va rejoindre aussi la remarque de Nathalie Pinter. Là, je vois aussi que leur CDI est en péril également. C'est le cas de notre structure à La Grange-Loup. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que après ces 4 ans d'accompagnement grâce à l'aide de FONPEPS, est-ce que il existe une autre aide pour consolider ce poste, même si effectivement l'aide a permis de créer ce poste. Après 4 ans, nous, on est dans une situation où malheureusement, on est en difficulté pour pérenniser ce poste-là. Voilà. Là, la seule réponse que je peux faire, vous comprenez que j'en suis pas forcément non plus très satisfait, c'est non. L'aide, elle est effectivement, les aides du FONPEP, enfin, pour les aides au CDI, ce sont des aides qui ont une durée limitée. Et après, les 3 ans, on est comme dans le cas du plateau de 11 artistes. Si on aide jusqu'à 9, quand le décret a prévu qu'on aide jusqu'à 9, on peut plus verser l'aide pour le 10e, pour le 11e. Quand le décret a prévu qu'on aidait jusqu'à 4 ans, ça c'est effectivement une ancienne aide à l'embauche. Là, le FONPEPS n'offre plus de solution. L'hypothèse sur laquelle il a été construit, c'est que au bout de la durée au terme de l'accompagnement, l'entreprise était en mesure de s'organiser pour en gros pour inclure le poste dans son budget et dans son fonctionnement. Voilà. Je peux malheureusement pas vous faire d'autres en l'état du texte, je peux pas vous faire malheureusement d'autres réponses. D'accord. Merci Étienne pour cette réponse. Effectivement, dans le cadre du FONPEPS, ce n'est plus possible. En tout cas, ça rentre plus dans les critères. On l'a bien compris. Mais du coup, dans ce cadre-là, en fait, justement, on arrive à 4-5 ans d'exercice sur un CDI. Est-ce que Manu, vous êtes du côté de France Active, justement, DLA, est-ce que vous avez actionné quelque chose déjà? Vous avez rencontré des personnes du DLA? Non, justement, j'ai vu effectivement en allant sur les liens là envoyés par Agnès, secrétaire, oui, je vais regarder, on va se pencher sur cette option, oui.
Effectivement, ça peut être vraiment intéressant, justement, bon, à la fois pour prendre du recul, analyser, en fait, ça vous permet à la fois d'analyser la structure, votre projet, et puis les moyens en face, et ça peut parfois justement déclencher des nouveaux leviers, soit internes via une réorganisation, soit externes, pourquoi pas aussi, parce que les DLA sont bien sûr en lien avec donc les chargés de mission DLA sont en lien avec tout un ensemble de partenaires et d'accompagnateurs qui peuvent aussi actionner différents dispositifs, pourquoi pas se présenter aussi aujourd'hui par Pôle emploi ou l'AFDAS. Et donc le clou étant dans la Vienne, voilà, c'est le DLA 86 qu'il faudra contacter. On vous enverra aussi les contacts. Ah là, c'est le théâtre La Grange Loup à Chauvigny. Oui, pardon. Ouais. J'ai fait une association d'idées. Merci. Merci. Je vois une demande de Patricia, donc Patricia Houdin, donc à la direction culture et patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Patricia, tu souhaitais apporter peut-être quelques précisions? Oui, alors c'est pas forcément une précision, mais c'est un peu une alerte. Donc moi, je suis à la région, je suis chef de projet sur des missions transversales que sont tout ce qui est formation, emploi, accompagnement à la structuration des entreprises culturelles, le lien culture ESS et le lien en transition. Et ça fait déjà de nombreuses années que je travaille sur l'accompagnement des structures culturelles et notamment sur les aides à l'emploi. Et ce dont j'alerte les structures qui souhaitent créer un emploi, c'est que si elles ont une aide à l'emploi, c'est qu'on puisse quand je dis nous, c'est toutes les personnes qui accompagnent les structures culturelles, et il y en a de très nombreuses, c'est qu'on puisse les accompagner tout de suite dès la création de l'emploi pour l'après. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de structures, comme l'a dit Manu, qui viennent nous voir en disant mon aide à l'emploi s'arrête dans 3 mois ou dans 6 mois, qu'est-ce que je vais faire après? Et là, si c'est pas anticipé, on arrive à des situations extrêmement critiques pour des structures. Donc il y a des tas de personnes qui peuvent vous accompagner, que ça soit l'agence A, que ça soit l'AGEC, que ça soit nous en région, on a aussi cette mission d'accompagnement. Mais en tout cas, je trouve que c'est très très important de penser tout de suite l'après. Alors ça peut être relayé par des aides au fonctionnement si vous avez suffisamment développé votre structure, etc. Il y a des choses possibles, mais il faut vraiment l'anticiper et pas se dire dans 3 ou 6 mois mon aide à l'emploi va s'arrêter, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'était simplement une petite alerte parce que on n'est pas assez conscient de cela. Quand je dis moi aussi je suis présidente d'une association en Rhône-Alpes et je l'ai fait, hein. Mais on n'anticipe pas assez effectivement la fin de l'aide à l'emploi et ça peut être très très difficile. Oui, je rejoins. C'est demander une aide à l'emploi pour un CDI, le plus important, c'est vraiment de s'interroger sur le CDI et la possibilité effectivement de le pérenniser. Il faut embaucher on embauche parce qu'on a un besoin et qu'on pense pouvoir y répondre. On n'embauche pas parce qu'on a une aide. C'est bête, mais effectivement, on n'y pense pas. Quelquefois, on n'y pense pas assez. Oui, effectivement, c'est penser la fonction employeur aussi dans un temps long. Et effectivement, on l'a présenté, quelques dispositifs qui permettent de penser tout ça. Merci Étienne, merci Patricia qui donc précise ses coordonnées dans le chat pour celles et ceux. J'essaie de reprendre, il est moins 9, on peut reprendre peut-être une ou deux questions. Alors j'ai une question, vous avez évoqué les conditions pour accueillir une alternante ou un contrat pro. Savez-vous s'il existe des dispositifs d'aide pour recevoir un stagiaire sur 6 mois, par exemple stagiaire en Master 2? Est-ce que l'un ou l'une de nos intervenants aurait une réponse à apporter pour un stagiaire sur 6 mois en dehors des contrats pro, contrats d'alternant? Eh bien, peut-être pas. Et ouais, si c'est en dehors aussi
D'une formation ou d'un étudiant, non, effectivement. Moi, j'avoue que personnellement, j'en vois pas. Pôle emploi peut proposer de l'immersion professionnelle, mais c'est limité à 30 jours. 30 jours. Ouais. Pour une personne qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi, voilà, on peut conventionner 30 jours. Après, j'avoue, non, je vois pas trop. Après, il faut peut-être plutôt chercher du côté des stagiaires de la formation professionnelle, peut-être des formations du type qui sont proposées par le conseil régional, de type amorce de parcours ou élaboration de projets professionnels. Je crois qu'il y a un dispositif aussi du département de la Gironde, en tout cas, pour les bénéficiaires du RSA, qui s'appelle du diplôme à l'emploi. Voilà, du diplôme à l'emploi, voilà, par le département et qui passe par l'université. Voilà, diplôme à l'emploi, peut-être les formations du conseil régional en élaboration de projets professionnels et l'immersion, mais c'est limité à 30 jours. Mais ça, c'est Pôle emploi. Ok. Merci Frédéric pour ces précisions. Est-ce que je reprends une dernière question? J'essaie de trouver des questions. Oui. Non. Alors, moi j'en avais remarqué une qui sur le plafond. Il y avait des interrogations sur les décomptes. Alors, les plafonds, ce sont des plafonds par aide, par entreprise et par an, sauf pour les CDI. Ça veut dire que c'est 22 000 € pour les CDD au titre de l'AESP, CDD contrat fractionné caché, plus 22 000 € pour la page, plus 22 000 € pour l'ADEP. Donc 66 000 en tout. Ça laisse une bonne marge. Ok. Merci pour ces précisions. On me souffle une question. Ah oui, on me souffle une question dans le chat concernant le fonds PEPS toujours et les groupements d'employeurs. Est-ce que du coup est-ce que les groupements d'employeurs peuvent émarger au fonds PEPS? Tout à fait. On a même levé une restriction. Désormais, les groupements d'employeurs peuvent demander l'aide au contrat pour tous les emplois, y compris s'ils sont des emplois mis à disposition, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Ça, c'est une nouveauté du coup de cette année. Voilà, oui, tout à fait. Très bien. Merci. Bon, il y a d'autres. Vous avez d'autres. J'ai bien vu qu'il y avait d'autres questions, mais elles sont plus techniques, donc celle-là, j'y répondrai par mail. Enfin, je ferai passer une réponse à. Très bien, on peut s'engager à ça effectivement. Donc, vous avez encore une minute ou deux pour poser vos questions dans le chat et on y répondra par la suite. Je rappelle donc que ce webinaire est enregistré et qu'il sera visionnable sur la chaîne vidéo de l'agence, la chaîne YouTube, et vous recevrez donc un document ressource compilant toutes ces aides et tous ces dispositifs dont on a parlé aujourd'hui, et même d'autres dispositifs. Il est quand même difficile d'être exhaustif, mais on pense notamment au FONGEP pour les projets d'animation socioculturelle. Peut-être d'ailleurs que la Grange-au-Loup, il y a peut-être une piste à creuser de ce côté-là. L'aide pour les projets d'éducation populaire. Et il y en a encore quelques autres qu'on n'a pas cités aujourd'hui. Donc on vous renverra toutes et tous ce document. J'en profite pour remercier tous nos intervenants et intervenantes qui ont pris de leur temps aujourd'hui pour nous présenter vos dispositifs. On enverra évidemment vos contacts également. Merci aussi à mes collègues Mathilde Baron, Agnès Chrétien, Marie-Lise Hébert, Alain Faure et Gwenaëlle Mal pour l'organisation de ce webinaire. Je suis dans les remerciements, donc j'en profite aussi pour remercier Aurélie Diemer et de la DGCA et Patricia Houdin de la direction de la culture à la région Nouvelle-Aquitaine pour leur complicité.
Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire en espérant qu'il ait répondu à quelques-unes de vos questions. Et pour les questions plus précises, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez un email générique, on vous l'a transmis, c'est l'email pour poser vos questions à l'agence. J'ai une question @la-nouvelle-aquitaine.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.